d'intérêt général. Hein, et je conclurai d'ailleurs là-dessus. Donc on voit bien que la solitude est un facteur qui amplifie le risque de burn-out. Il y a des corrélations. Et donc, si je devais m'arrêter là, j'ai déjà épuisé presque tout mon temps, le stress, l'incertitude, la solitude, la surcharge de travail, ben, vous avez compris quelle était l'hypothèse centrale de l'Observatoire à Maroc. Vous devriez tomber comme des mouches. Voilà. Et quand je vous vois, vous me semblez plutôt bien portant. Ouais. Et certains même... Très bien. Oui. C'est curieux parce qu'à ce moment-là, il y en a plein qui regardent à droite et à gauche. Quand je me regarde, je me fais peur. Et quand je me compare, je me rassure. C'est fondamental. La nature humaine est toujours pleine de surprises, d'accord? Ah, mais parce que j'ai une contre-hypothèse. Et je terminerai mon propos là-dessus. Cette contre-hypothèse, je la dois à un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky. Et le professeur Antonovsky va mettre en avant ce qu'il appelle la salutogénèse. Alors c'est quoi? Un facteur salutogène, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Retenez ce mot, salutogène, par opposition à pathogène. Jusqu'à présent, je n'ai été que pathogène. Il y a aussi des facteurs qui sont bons pour la santé. Et donc il y a tout un courant qui cette fois-ci n'est plus tellement la médecine du travail, cette fois-ci on est dans le courant de la psychologie de la santé. Un des chefs de file en France, c'est Marie-Lou Bouchon-Schweitzer, qui est professeur émérite à l'université de Bordeaux 2, qui est une référence en France. Et c'est en lisant son livre que je découvre la salutogénèse, et après je suis allé lire les livres d'Antonovsky. Alors quels sont les facteurs qui sont bons pour la santé? Premier facteur, et on a une accumulation de preuves empiriques assez fortes sur ça, c'est ce que les psychologues appellent le locus of control interne. Mais si vous voulez, si je devais traduire, c'est le sentiment de maîtrise de son destin. C'est-à-dire, j'assume ce qui m'arrive. Si je réussis, c'est grâce à moi. Et si j'échoue, je dirais, j'assume aussi. C'est de ma faute. Bon. Eh bien, figurez-vous que ça, avoir ce sentiment de maîtrise de son destin, c'est bon pour la santé. Par opposition à celui qui est fataliste. Voilà. Être fataliste, ou alors pire, avoir toujours une bonne excuse, ce n'est pas bon. Un jour, je faisais cours en amphi, et je vois un étudiant dans le fond qui arrive, comme ça, il était en retard. Je fais comme ça. J'étais au fond de l'amphi, je croyais que je ne l'avais pas vu. Et vous savez ce qu'il me répond? Ah, excusez-moi, ma grand-mère a oublié de me réveiller. Je vous rassure, ce n'était pas un étudiant de Néoma. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'en fera pas d'entrepreneur de l'étudiant. Parce que je n'enseigne pas à la maternelle, moi. J'ai 20 ans. Et non. Mais en plus, il a dit ça tout de go. Il a fait rire tout l'amphi. Excusez-moi, ma grand-mère a oublié de me réveiller à 20 ans. C'est terrifiant. Bon, donc, ce qui se passe, c'est que lui, il va débarrasser le plancher plus vite. Parce que s'il fait comme ça dans tout ce qui lui arrive, on voit bien, c'est quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Et d'ailleurs, je peste très souvent, moi, après, des fois, les politiques qui victimisent les gens. On n'aide pas les gens en victimisant les gens. Si vous dites à des gens, vous êtes des victimes, vous êtes des minorités opprimées, mais bon sang, il faut dire aux gens, lève-toi et marche. C'est vrai. Il n'y a aucune allusion. Il n'y a aucune allusion d'actualité. Je sais que mon propos est plutôt biblique, à la limite. Hein, non, mais on aide plus les gens en leur disant pas de l'avant qu'en leur disant tu es une victime, parce que tu es ceci, parce que. Non, c'est. En plus, ce qui est pernicieux, moi je connais trop tout ça, je vous invite à vous intéresser au triangle de Karpman. C'est s'il y a des victimes, c'est qu'il y a des bourreaux. Et s'il y a des victimes et des bourreaux, il y a un sauveur. Et vous remarquerez que très souvent, les politiques qui victimisent, c'est parce qu'ils veulent jouer le rôle du sauveur. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Le politique n'est pas un sauveur. Il est un des nôtres. Il n'est qu'un des nôtres. Et il faut qu'il soit interchangeable. La fonction politique doit être biodégradable. Vraiment. Les gens... Mais non, mais c'est vrai. Il faut qu'elle soit biodégradable. Et ça, c'est très important. Alors après, il faut aussi de l'expérience. Il faut pas faire n'importe quoi. Mais on voit bien qu'on n'aide pas les gens en les victimisant. Et on n'aide pas les gens en leur trouvant des excuses. Si vous êtes maître de votre destin, ça c'est bon pour la santé. Deuxième facteur très fortement salutogène, ce que les anglo-saxons appellent le hardiness, c'est l'endurance. Alors ça veut dire quoi l'endurance? Je tombe, et bien je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relèverai 8 fois. Et bien ça,
figurez-vous que si vous avez... C'est pas le fait de tomber qui est bon pour la santé, c'est le fait d'avoir l'instinct du rebond. L'instinct du rebond. Et là, permettez-moi de dire, maintenant, pas uniquement parce qu'ils sont là, mais parce que je le dis à chaque fois, il y a une association en France dont il faut s'intéresser. C'est l'association 60 000 rebonds. Parce que pourquoi 60 000 rebonds? Ils en parleront après. 60 000 rebonds parce qu'il y a 60 000 dépôts de bilan chaque année. Et quand un homme ou une femme va au tribunal de commerce et qu'il liquide, il ne faut pas le laisser agonir dans son jus. Il faut lui tendre la main et lui permettre de se reconstituer psychologiquement pour qu'il puisse rebondir. Pourquoi? Parce que le rebond, c'est salutogène. Et c'est la raison pour laquelle, en convention avec 60 000 rebonds, Bernard-Marie Augustin, que vous connaissez, qui est un de mes doctorants, alors doctorant ancien colonel, ancien casque bleu, hein, il fait une thèse sur l'impact du rebond sur la santé du dirigeant. Mais on voit bien que le hardiness, c'est un élément qui est fondamental. Troisième facteur, et on pouvait s'en douter, c'est l'optimisme. Les optimistes vivent mieux plus longtemps que les pessimistes. Voilà. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Non? Je vois peut-être des pessimistes dans le fond de la salle qui se disent tiens, voilà encore une mauvaise nouvelle. Non, parce que j'ai remarqué que les pessimistes ils se mettent toujours au fond. Hein, des fois qu'il y a un feu qui se déclare. Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, avec mon observatoire, on a étudié de près les pessimistes. Ça c'est extraordinaire, il faut que je vous fasse part de mes trouvailles. Alors, on a identifié deux espèces différentes de pessimistes. Il y a ce que j'appelle le pessimiste anxieux. Terrible ça. C'est terrible. C'est quoi l'anxieux? C'est la personne, face à la moindre nouvelle, qui imagine le pire. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, en général, l'anxieux, c'est pas un causeux. Ça va toi? Oui. Ça va. Et dans son coin, tranquille. Limite, ils viennent de Brest, vous voyez. Et non, je suis à la Brest, c'est pas des causeux, je vous le dis. Hein. Et mais bon, dans les cas pire, c'est l'île d'Ouessant. Là-bas, on ne dit pas que c'est pas des causeux, on dit que c'est des taiseux. Je ne suis jamais allé là-bas, mais bon, ça va, oui, ça c'est les pessimistes anxieux. Il y a une deuxième espèce, c'est ce que j'appelle les pessimistes anxiogènes. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. L'anxiogène, c'est un anxieux, mais il vous irradie d'anxiété, vous voyez. On dirait qu'il en est fier. Et je vais vous prendre un exemple anecdotique, mais qui pour moi a valeur de théorisation. C'était il y a 10 ans, j'ai commencé ma carrière, j'étais dans une faculté de lettres. Donc vous savez ce que c'est, la faculté de lettres, hein, tous les 2 ans c'est en grève, enfin, moi j'avais... les étudiants c'était des trotskistes, des léninistes, des maoïstes, j'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile pendant 20 ans. Vous rigolez. Oui, il faut mieux en rire. Et ce jour-là j'allais surveiller un examen. Et alors, un long couloir, vous savez, je vois une de mes collègues arriver, quelqu'un arrive à mon hauteur, me dit tiens, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais vous dire, 10 ans plus tard, je me dis pourquoi je lui ai répondu. Je lui dis, ben, je vais surveiller un examen. Mais du tac au tac, hein. Je me dis, ah, tu auras assez de papiers d'examen? Tu auras assez de papiers d'examen. Comment vous dire, je suis un vieux prof, moi, ça fait 30 ans que j'enseigne, 30 ans. Je suis normalien, vous savez, normalien, on commence très tôt hein, dans la carrière. Bon, des examens, vous imaginez, j'en ai organisé des centaines et des centaines de fois. Eh bien, je ne me suis, vous entendez, jamais posé la question avant de faire un examen de savoir si j'allais manquer de papier. Jamais. Mais au moment où elle me dit ça, je me dis tiens, c'est pas con comme question. Et au moment où elle me dit ça, je me dis bien alors juste, est-ce que j'aurai assez de papier? Eh bien c'est ça l'anxiogène. En 5 secondes, vous entendez, le temps de vous poser une question, elle vous a insinué le doute. Mais attendez, c'est pas fini. Puis après elle me dit ah, et si tu es un étudiant qui triche, ah, tu auras assez d'examinateurs, et puis elle est partie. Non mais ça vous est jamais arrivé ça, des fois vous êtes bien, puis d'un coup vous dites tiens, je me sens pas bien. Non, ça vous est jamais arrivé? Ah, quel est mon conseil? Refaites le film de la journée depuis le petit matin. Et dites-vous, mais qui j'ai croisé depuis ce matin? Non mais c'est très important de les repérer les anxiogènes. Parce que la première fois ils vous prennent en traître, ils vous filent leur stress. Et vous étiez bien, eux ils repartent toujours aussi stressés. Mais vous, ils vous ont bouffé la journée. Et d'ailleurs, je suis prof de management. Comment on gère les anxiogènes? Non mais c'est une vraie question de management, on est ici à Néoma. Comment on gère les anxiogènes? Il y a 2 méthodes. La première,
Et je voudrais que ce soit un message d'espoir. Oui, 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 parce que j'ai bien vu que tout le monde n'a pas rigolé. Oui, oui, oui. Oui, je les repère maintenant, mais bon, j'ai l'œil. Alors, je voudrais leur dire un mot à ces gens-là. Bon, vous êtes anxieux, et quand on interroge les psychologues, on va dire, ben oui, mais l'anxiété, c'est un trait de personnalité. Et les traits de personnalité, c'est stable. Ah ben oui. Voilà. On est bien barré. Permettez-moi de vous dire une chose. Oui, c'est stable, à court terme. Mais pas à moyen long terme. À condition que vous ayez la volonté de changer. Et si j'ai bien un message à dire à certains, ne restez pas, vous entendez, toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Parce que ce n'est pas vivre que d'imaginer à chaque fois le pire, et en plus vous allez empoisonner la vie des autres, vous comprenez? Ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, qui est d'ailleurs plus radicale, qui est peut-être d'ailleurs la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie, c'est la tangente. La tangente. Vous vous souvenez, la tangente, hein? La première fois, il vous prend en traître. Mais après, la deuxième fois, quand vous l'avez repéré, là, avec les palpitations cardiaques, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente. Non, mais c'est terrible. Et alors, je me souviens toujours que j'étais avec la Fédération française du bâtiment à Lorient. Et alors, à la fin de mon propos, il y a un artisan du bâtiment qui vient me voir et me dit « Ah, votre définition de l'anxiogène ». Et je lui réponds, mais vous avez reconnu un collaborateur? Il me dit, non, ma femme. J'avais pas l'air malin avec ma tangente. Il faudra que j'y retourne. Bon, alors j'arrive à la fin de mon propos, parce que quand on est chef d'entreprise, il y en a ici, bien évidemment, le stress, l'incertitude, la solitude, la surcharge de travail, bien évidemment. Mais quand on est à son compte, vous croyez pas qu'il faut être maître de son destin? Si vous allez voir le banquier, vous savez, si je réussis, c'est que j'ai de la chance. Hein? Puis si j'échoue, c'est pas de ma faute. Voilà. Vous mettez ça sur le dos de la grand-mère. Je ne sais pas s'il y a des banquiers ici. Peut-être un ou deux, un ou deux qui portent la cravate. Ils ne sont pas étudiés. Ah bon, ah oui, d'accord, c'est volontaire. Ah ben d'accord, voilà. Bon, mais oui, enfin, je dirais que on voit bien que il faut être maître de son destin quand on est chef d'entreprise. D'ailleurs, on fait des business plans. Un business plan ou un plan d'affaires, c'est un outil qui permet d'anticiper l'avenir. On fait des plans B, on fait des plans C s'il le faut. Mais c'est extrêmement important. Deuxièmement, vous ne croyez pas qu'il faut être endurant quand on est à son compte? Vous ne croyez pas qu'il faut être endurant quand on est chef d'entreprise? Il y a 7 ans, lorsque j'ai créé, à titre personnel, ma première micro-BNC, pour pouvoir facturer, pour avoir un numéro ciré, comme quoi ça rend naïf d'être fonctionnaire. Une semaine après, j'avais rien fait. J'ai reçu une lettre de l'URSSAF. J'avais rien fait. C'est pour vous dire, quand j'ai ouvert la lettre, je croyais qu'ils allaient me féliciter. Non mais, et pourquoi c'est risible? Pourquoi c'est si risible d'imaginer qu'au nom de la République, un homme ou une femme qui crée une entreprise ne reçoivent pas les félicitations du pays? Non, pensez donc. J'ai lu la lettre, ça commence par « sauf erreur de notre part ». Ceux qui vous connaissez bien. Et puis après, vous regardez le chiffre en bas à droite. C'est fondamental. D'ailleurs, on est entre nous là. Est-ce que vous avez prêté attention au logo de l'URSSAF? Non? Vous faites comme moi, maintenant, vous payez le gamba et puis vous ne faites pas. Non, c'est à mourir de rire. Alors, c'est un petit bonhomme. Vous taperez le logo URSSAF, c'est un petit bonhomme. Alors, c'est un carré qui représente la tête. Vous savez comment il est, le bonhomme? Il est comme ça. Mais c'est ça l'URSSAF. Vous allez les voir, vous vous faites braquer. Et si vous n'êtes pas content, vous mettez la tête au carré. C'est ce que dit le logo, c'est extraordinaire. Je sais, il y a peut-être des gens de l'URSSAF ici, j'ai vu que le logo. Et d'accord, je ne vous dis pas le logo du RSI. Mais bref, l'URSSAF, URSS Air Force. Il faut que je change le nom aussi. Le logo, le nom, enfin bon bref, il y a beaucoup de changements à faire. Il faut être endurant quand on est chef d'entreprise. Et ça, il faut le dire à nos étudiants. On ne peut pas dire à nos étudiants, allez, entreprenez, et ne pas leur dire à l'envers du décor. Sinon, on est dégueulasse. On ne peut pas dire aux jeunes, entreprenez, allez sur le territoire là, de la nouvelle guerre économique, et ne pas se préoccuper de l'infirmerie. Parce qu'il peut y avoir de la casse. Et enfin, troisièmement, bien sûr, être entrepreneur, ben là, ça crée de l'optimisme. Parce qu'on est un employeur, on est un formateur, un investisseur, un employeur. Si vous regardez bien, toutes ces fonctions, ce sont des fonctions de projection.
de projection vers l'avenir. Et ça, c'est extrêmement salutogène. Et donc, j'arrive à la fin de mon propos. J'ai une balance où j'ai d'un côté toutes les raisons de penser que les entrepreneurs cumulent les facteurs pathogènes, mais j'ai aussi toutes les raisons de penser qu'ils cumulent les facteurs salutogènes. Et là, je vous pose une question en guise de conclusion ultime. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai réalisé la première étude épidémiologique sur ça. Donc, pour le dire autrement, où penche la balance après vous? Regardez, nos futurs entrepreneurs. On leur a dit c'est super, l'entrepreneurship. Vous diriez quoi? Allez, on va faire un truc à la COSAC, à main levée. Qui pense qu'entreprendre c'est bon pour la santé? Levez la main. Alors, ouais, forcément. vous en êtes sûr? Non. Alors je vais vous dire, il est très important que je sois indépendant. Ça je le dis ou que je l'aille. Je ne suis pas là pour apporter une bonne ou une mauvaise idée. Je suis là pour faire mon travail d'universitaire. Alors je vais vous dire les deux grands résultats qu'on a obtenus pour l'instant. Après il faudra voir la robustesse de nos modèles. Premier point, et c'est une bonne nouvelle, la balance, elle penche du bon côté. C'est-à-dire que les facteurs salutogènes sont plus lourds que les facteurs pathogènes. Bon, je vous passe les tests d'équation structurelle qu'on a fait, mais en gros c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a une salutogénèse entrepreneuriale. Entreprendre, c'est bon pour la santé. Et la raison fondamentale que nous apportons, c'est que les entrepreneurs ne sont pas en contrainte subie, ils sont en contrainte choisie. C'est-à-dire que personne n'oblige quiconque en France à entreprendre. Si vous reprenez une entreprise familiale, c'est que vous l'avez décidé, que vous l'avez voulu. Alors après, bien sûr, vous n'échapperez pas à tout ce que j'ai dit. Mais comme vous l'avez décidé, ça change beaucoup de choses. Maintenant, il y a un deuxième résultat qui est peut-être plus en bémol. C'est qu'en moyenne, vous êtes au-dessus. Mais on a mesuré également les écarts types, la variance, si vous voulez. Et ça, c'est intéressant parce que tous les assureurs diront la variance, c'est la mesure du risque, c'est la volatilité. Et on s'est rendu compte que sur plusieurs aspects, la variance était plus forte. Ça veut dire quoi, si je devais résumer? Que les entrepreneurs, ils ont des hauts très hauts, mais qui peuvent avoir des bas très très bas. Et toute la question que nous posons aujourd'hui, c'est quels sont les filets de sécurité que notre société doit organiser pour éviter que certains dirigeants craquent. Je reviens à mon propos initial. 15% d'entre eux sont en risque de burn-out. Mais quand il y a burn-out,